Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet de retour pour une nouvelle émission, encore accompagné d'un pirate très célèbre sur la page, le fondateur, l'animateur, l'écrivain du blog 130 livres. Antoine est avec nous. Salut Antoine. Salut les pirates! Alors, mes pirates, vous le savez, quand Antoine est avec nous, attention, ça va être costaud la discussion. Vous le savez bien, beaucoup encore me parlent de la fameuse discussion Hall of Fame qu'on a eue sur Miguel Cotto, qui vous a laissé un super souvenir. Alors, Antoine est de retour pour parler avec moi d'un d'un certain, euh, d'un certain chapitre de l'histoire des poids lourds, de l'histoire de la grande époque, hein, parce que ça s'est passé notamment dans les années 90, décennie formidable. Et la question que j'avais envie de poser à Antoine aujourd'hui, c'est entre George Foreman et Larry Holmes, lequel des deux a réussi le meilleur comeback? Voilà, enfin on va trancher dans le vif de cette question qui n'a toujours pas trouvé de réponse. Antoine, on est parti pour une discussion, attention, heavyweight. Voilà. Alors, je ne sais pas si je t'ai surpris en te proposant ce sujet, mais est-ce que, comment tu as réagi par rapport à cette proposition? Dis-moi déjà ça, Antoine. Alors, ça m'a inspiré deux choses. La première, c'est que c'est une question que je me suis jamais vraiment posée. Donc, c'est assez passionnant comme ça de se dire, mais oui, c'est vrai, finalement, il y a des similitudes dans les parcours. Ces deux gars qu'on cite très régulièrement dans les top 10 des meilleurs poids lourds de tous les temps. Ces deux types qui ont boxé jusque 45 ans passés, comment peut-on les comparer? Sur quels critères? Qu'est-ce qui est pertinent? Donc, première chose. Et puis deuxième point, c'est surtout faire sur le papier un combat qui n'a jamais eu lieu et qui aurait été un putain de bon combat. Parce que du temps de leur grandeur, si tu prends, disons milieu fin des années 70, un Foreman contre Holmes à l'époque, ça aurait envoyé un bois absolument incroyable. Voilà. Donc, Je suis en transe ça, hypnotique, rien qu'à y penser. ah, Ouais. c'est un des plus grands combats qui se soit jamais fait. Et donc, réfléchir à leur palmarès, c'est aussi réfléchir à lequel des deux aurait battu l'autre. Exactement. Exactement. Et pour essayer d'être le plus équitable possible et ne pas penser par rapport à un dream match où tout serait parfait, ils seraient au top de leur forme, j'avais envie aussi c'est ça la petite astuce, de les comparer sur un choix de carrière qu'ils ont fait que tout poids lourd ne peut pas faire, même si je pense que tout poids lourd y pense. Mais c'est ce choix du comeback à l'époque, ce qu'on pense être un âge avancé. Et les deux ont des choix de carrière assez similaires, assez similaires, assez parallèles d'ailleurs, parce que ça se fait dans une temporalité qui est dans la même décennie, hein, les début 80, enfin, voilà, fin 80 et jusqu'à 97 hein, quand même. Hein, faut compter jusque là. Donc à voir qui en fait a fait le comeback le plus pertinent. Alors comme ça, on se dira, j'en vois un tout de suite. On va aller un petit peu fouiller plus que C'est pire ça que en ça. tout cas. Mais simplement, alors là c'est la petite. Pirate Antoine, tu m'accordes le fait de faire un petit peu de promo pour la chaîne. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, qui tombent sur la vidéo, pour vous dire qu'ils ont fait un comeback dans une décennie de dingo, eh ben écoutez, je vous renvoie à mes vidéos où je vous refais, et je vais vous le mettre tout de suite, où je refais par exemple l'année 1994. Allez revoir cette vidéo, vous allez comprendre à quel niveau était la boxe et les poids lourds en particulier à cette époque. Voilà, hop, on l'enlève, merci beaucoup. Et puis aussi cette vidéo qui vient d'arriver il y a quelques semaines de ça, l'année 1995. Alors là, qui est une année spécialement heavyweight. Et on parle évidemment de nos deux protagonistes d'aujourd'hui. C'était une année importante. Voilà, donc je vous renvoie à ça. Dans la description, vous retrouverez les liens, évidemment. Voilà, oups, la petite publicité est terminée. Mes pirates, on peut commencer le débat. Alors,
Tu me connais, Pirate Antoine, je suis un fan absolu des posters, des affiches, des belles affiches de boxe. Alors je te dis pas, il y en a une plâtrée aujourd'hui à se faire, et elles vont égayer notre vidéo. Et écoute, est-ce qu'on pourrait repartir peut-être euh, sur, ben, sur la genèse de tout ça en fait. Si on pouvait repartir, et je fais le montage en même temps que je te parle, hop, si on pouvait repartir sur en fait un faux pas qui va, je pense, enclencher tout dans l'esprit de ces deux-là, c'est ça, Pirate Antoine. On est en janvier 88, voilà. Depuis quelques mois seulement, depuis quelques semaines, George Foreman de son côté est revenu sur le ring. Voilà, il y a eu un hiatus de 10 ans entre 77, 87, George Foreman en 87, dans une toute petite réunion. Enfin, voilà, ça a l'air, ça apparaît pour la plupart des gens ubuesque. Voilà, et il fait sa réunion. Je sais même plus contre qui son premier adversaire. Mais en 88, janvier 88, il y a un retour, un premier comeback, tentative de comeback, peut-être pas très pertinente, de Larry Holmes, qui n'a pas boxé depuis 1985, et ces deux défaites crève-cœur, et moi j'ai envie de te dire ces deux vols contre Michael Spinks. D'ailleurs, avant de commencer, pour toi, Larry Holmes, Michael Spinks, qui gagne? Le fond de ma pensée, c'est impossible à scorer. Enfin, impossible à scorer. Faut vraiment avoir des partis pris, tu vois. Enfin, faut vraiment être très tranché dans la façon dont tu attribues les rounds et sur les critères que tu privilégies. Parce que franchement, les deux combats vont dans les deux sens. Enfin, objectivement, je peux même pas te dire ni la dernière fois que j'ai vu les deux combats, ni comment je les ai scorés. Je me le rappelle pas. Très souvent, j'ai en tête ma dernière carte. Ouais. Sur ces deux combats-là, c'est très compliqué, très très compliqué. On est au-delà des deux combats entre Hopkins et Taylor. On est au-delà de. Enfin, objectivement, c'est une affaire de style, de préférence. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'on a un boxeur qui est dans son au sommet de ses capacités, qui est Spinks, et un boxeur qui est Holmes, qui commence déjà à décliner, mais qui se l'avoue pas complètement. On l'a vu, il sort de son combat contre Carl Daniels. Il l'a gagné, mais par la peau des dents, un peu avec la gentillesse des arbitres. Il n'a pas encore complètement accepté, on l'aura vu contre Tyson, mais j'anticipe, la petite mutation qu'il devra apporter à sa boxe pour rester compétitif. Ouais. Voilà. Voilà. Alors moi, je mettrai un petit hiatus sur ce que tu dis, parce que pour moi, le deuxième combat, cette impossibilité de scorer ce combat, sur le premier, je suis bien d'accord avec toi. Mais je trouve, en tout cas sur l'envie, dans le deuxième combat, que Holmes est là, Holmes est agressif, et Holmes montre qu'il veut aller chercher le combat. Et je trouve que là, rien qu'à ça, tu vois, effectivement, je suis d'accord avec toi, mais je mettrais ma petite... voilà. Si j'avais été juge, je serais allé vers Holmes. Voilà. Aucun problème avec ça. Mais comme tu dis pertinemment, c'est quelqu'un qui doit quand même se repenser. Et Tyson Holmes arrive à un moment où Holmes n'a pas fini cette démarche intellectuelle de repenser ce qu'il est, repenser sa boxe et comment il doit gérer. Et là, ça va être un gros stop qui va se prendre. Et en plus, c'est le Tyson de 88. Hein. C'est le Tyson de janvier 88. Enfin, je veux dire, c'était vraiment la mauvaise affaire à faire. Et donc, on a un chaos. Et c'est perturbant parce que Larry Holmes, ce chaos comme ça, on ne le verra jamais, ça. Non, c'est la seule fois de sa carrière. Ouais. Tout simplement. Ouais. Et donc, Tyson, je pense que définitivement, c'est vraiment ce soir-là, plus que les mois qui vont plus tard contre Spinks, c'est vraiment ce soir-là qui dit, ouh, là on a affaire à une terreur absolue. Faire ça à Larry Holmes, objectivement, c'était une très grande surprise. Holmes, sur ce combat, montre que finalement, son plus bel atout pendant ses années de gloire, et dont il est privé ce coup-là, quand tu re-regardes le combat, c'est flagrant, c'est ses jambes. C'est-à-dire cette capacité à se déplacer extrêmement scientifique,
Vraiment cette capacité toujours à aller chercher l'angle, à frustrer l'adversaire, toujours tourner, Distance maîtriser constante. parfaitement la distance. Et là, en fait, pendant les 2 premiers rounds, il tourne. À partir du troisième, il a plus les jambes. Au quatrième, il est mort. Voilà. T'as tout dit. T'as tout dit, et donc on se dit, bon ben là, Holmes, c'est fini, hein, on le revoit plus. Hein. On le reverra que dans les livres d'histoire des heavyweight. Merci, bonsoir. Mm. Parce qu'avec un. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la genèse. Voilà. Et ça se passe mal, c'est une mauvaise soirée. Mais ça va pas s'arrêter. Alors pendant que Holmes lui récupère et on n'entend plus parler, Foreman continue son petit bonhomme de chemin de retour. Et ces retours vont se faire notamment contre des mecs qui eux aussi viennent peut-être prendre leur dernier chèque, font des sortes de comeback. Donc c'est quand même de la seconde zone qui est fait à ce moment-là. Et c'est ce qui lui est reproché d'ailleurs. Par exemple, un combat comme ça, mon ami Antoine. Hein, Foreman Cooney. Aïe, 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 aïe. Alors, le chaos est presque comique, mais effectivement, c'est un peu tristouille sur le fond, parce que Kounet, à l'époque, lui, il est au fond du gouffre. C'est un type qui a plus ou moins été détruit par sa défaite, par les retombées de sa défaite contre Holmes. Tout à fait. C'est un type qui a connu l'alcool, et pas qu'un peu. Le mec est complètement usé. Alors, il garde une grosse praline, parce que pour le coup, il passe pas si loin que ça en 2 rounds de sécher Foreman. Ouais. Mais le moteur est cassé et la façon dont il tombe est triste. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Et donc, ça va être, comment dire, Foreman va beaucoup boxer, va accumuler des victoires, parce que quand tu regardes le palmarès, c'est des gros chiffres. Hein. Déjà à ce moment-là, voilà, il accumule des victoires comme ça. Et donc, en fait, en termes de, comment dire, en termes d'appréciation, même les observateurs les plus aguerris ont du mal à pouvoir exactement juger la valeur de George à ce moment-là. Voilà. Puisque ce qu'il a en face, c'est pas terrible. Donc voilà où on en est. Et donc, Les comptes rendus des médias à l'époque, comme tu le dis, sont assez sévères avec lui. c'est Il y a un sévère. combat du même genre qui a lieu avant Kounet, qui est, tu sais, son combat contre Kawi. Kawi, qui historiquement est quand même plutôt un cruiserweight ou un mi-lourd, et qui se présente obèse. Ouais. Foreman bat Kawi, mais c'est une parodie ce combat. C'est-à-dire que, en gros, Kawi est dans une condition physique pire que celle de Foreman, et il faut le faire. Et les deux se livrent un combat pathétique. Et même si Foreman gagne, il est vieux et ça mérite un peu de respect. Les commentaires des journalistes quand tu vas chercher les articles sont vraiment gratinés. Ouais. Et tout à fait. Voilà. Et ça, dans le monde de la boxe, c'est ce discours qui tourne. Mais paradoxe, dans le monde médiatique, Foreman devient une star. N'oubliez pas que Foreman, à sa grande époque dans les années 70, il a un peu l'image du méchant. Il a un peu l'image du bad guy. Tu vois, c'est pas le mec le plus vendeur, le plus en termes de publicité, etc. C'est pas du tout ça. C'est un mec en plus renfrogné, tout ça. Il y a une image qui, voilà, son image va complètement changer. Il a de façon humainement complètement changé. Hein, il est devenu pasteur, etc. Voilà, et donc il est complètement ouvert. Le mec est complètement ouvert, souriant. Et donc le Big George qui va être un peu le visage de la sympathie américaine. Tu vois ce que je veux dire? Dans ces années-là, c'est le mec sympathique, les gens vont Big George. Et en termes médiatiques, c'est un comment dire un travail d'orfèvre qui est fait parce que il devient ultra populaire. Donc ces combats avec des mecs de second niveau sont quand même des succès d'audience. Il va avoir des comment dire, il va être endorsé, notamment être endorsé par un barbecue qui va devenir un gros must aux États-Unis. Encore aujourd'hui, on peut acheter des barbecues de George Foreman. Tu vas au Canadian Tire, tu peux acheter des barbecues de George Foreman. C'est devenu un truc. Et donc le mec crée un nouveau personnage, un personnage qui va complètement prendre la population américaine. Et donc le money fight, le big fight arrive en 91. Ça, c'est quelque chose que tu as vécu, je sais très bien. Moi, je l'ai pas vécu au moment même, mais quelques années plus tard et tout. C'est un truc là, attention, ça va électrique là. Et tout, l'affiche en plus est magnifique. Voilà. Je te mets ça tout de suite, mon pirate Antoine. Le kiff. Voilà.
Mm. Voilà. On arrive sur Foreman, Holyfield, on est au Trump Plaza avec Donald qui sera qui sera dans le public bien sûr. Atlantic City ne vit que pour ça. Ça va être un record de pay-per-view. Ce combat va être un record pour déjà les bourses des boxeurs, mais un record de pay-per-view. Ça va enthousiasmer la population américaine et pas que les fans hardcore de boxe. Et on se dit, bon, George Foreman, que va-t-il proposer à Evander Holyfield? Et Evander Holyfield lui-même, qui est dans la catégorie depuis quelques temps, qu'est-ce qu'il va proposer? Et en fait, eh ben, ils ont proposé un combat de légende. Tout simplement. Oui. Un combat magnifique. Un combat qui a aussi qui crée un vrai engouement en France. C'est le premier combat que j'ai regardé. J'étais en classe de première. C'est un des tout premiers combats que j'ai regardé en direct avec un camarade de classe devant Canal la nuit avec des chips, avec du coca. On n'avait pas encore de bière, hélas. Mais et c'est donc pour susciter ça, il fallait que ce soit une belle affiche. Et en effet, l'équipe en a beaucoup parlé, ils ont fait monter la sauce. Les gens ont accroché, les gens ont acheté de ça parce que Foreman gardait cette image d'ancien rival de Mohamed Ali et ça fascinait les foules de se dire que le même mec qui avait boxé Ali se pointait à la limite de l'obésité 10-15 ans après pour affronter une espèce de super athlète moderne, bien nourri aux hormones comme l'était le Holyfield surgonflé de ce moment-là. Enfin, le contraste entre les deux était très vendeur. L'affiche le représente très bien. Ah ben c'est clair, c'est clair. T'as le robot d'un côté et puis la bête de l'autre. Et puis Holyfield aussi on s'interrogeait un peu sur lui à l'époque parce qu'il avait battu le fantôme de Buster Douglas. C'était un grand lourd léger, ça oui, mais il n'avait pas de grande victoire en poids lourd. Pas véritablement. Donc il y avait ce procès, ce doute sur ses légitimités, parce qu'il n'y avait pas encore eu la trilogie contre Bo, parce qu'il n'avait pas encore affronté Tyson. Donc il y avait les gens disaient avant le combat, c'est improbable, mais on y croit. Les gens étaient évidemment pour Foreman, et il y avait voilà, il pouvait le faire. Et comme tu l'as dit, quand on regarde je crois le round 6 de ce combat, il n'est pas très loin, Pépère. Ah oui, non, pour Foreman, oui. Mais pugilistiquement parlant, ça a été fort parce que Foreman, il arrive avec déjà son physique, cette montagne, mais il arrive avec un excellentissime jab qui vient perturber Holyfield, qui vient perturber parce que le jab est beaucoup plus précis Enfin, revoyez ce combat. Il y a des rounds au début qui sont vraiment pour Foreman. Voilà. Oui. En plus, quand Foreman arrive à passer le bras arrière, façon tout le stade a l'impression de se le prendre en pleine tête. Voilà. Et c'est aussi, je pense, l'avènement aux yeux du monde, même s'il avait contre Michael Dox déjà montré des choses et contre Alex Stewart, mais du Holyfield Warrior. Du Holyfield qui va rester. Tu m'en mets une, je vais t'en mettre deux, je vais rester, ça pas le problème. Et le 7e round, pour moi, c'est l'éclosion du real deal. C'est vraiment l'éclosion. Un 7e round à avoir frisson garanti. Frisson garanti. Absolument. Ouais, c'est un vrai bon combat, très improbable et qui c'est un combat important parce qu'il légitime les deux. C'est-à-dire que d'une part, Foreman démontre que c'est pas une blague, et d'autre part, Holyfield, comme tu l'as rappelé, rappelle que c'est peut-être pas le type le plus doué de l'histoire des poids lourds, mais il a un cœur absolument indéniable. Tout à fait, vraiment, ouais. Ils sont allés au cœur, les deux. Parce que ça a été dur aussi pour George Foreman. Parce qu'il est dans le dur, George Foreman. Mais voilà, on a tendance à penser que George Foreman il peut tout encaisser. Non, il est dans le dur. Et ça tient. Moi, c'est un truc qui te met bouche bée. Et quelle époque! Parce que ce combat-là, on n'en parle pas tant que ça entre fans aujourd'hui, quand on sort les grands combats du passé. Parce que ce combat-là, il arrive dans une décennie qui est dingue. Voilà. L'année suivante, il y aura Bo Holyfield qui fera que on n'y pensera même plus à Holyfield Foreman. Mais replongez-vous-y. 1991, quelle année! Et là, George Foreman et Holyfield nous montrent quelque chose de dinguissime. Et donc, Foreman a, comme tu le dis,
sa légitimité est revenue. Mais il y en a un qui va retrouver aussi sa légitimité, qui fait son comeback dans un autre combat, encore qu'on n'y pense plus. Mais j'aimerais maintenant qu'on parle de Larry Holmes. On est toujours en 1991, quelques mois après, hein, si je me trompe pas. Je pense qu'on est plutôt, je ne connais plus la date exacte, mais je sais que c'est après ce combat-là. Mais je vais remonter l'affiche parce que je veux t'entendre là-dessus. Cette année 91 est incroyable. Excuse-moi. Hop, on va le mettre ici. Voilà. Mercer Holmes. Pirate Antoine. Alors, c'est aussi un très beau souvenir. On est quand même plus sur une affiche pour bons connaisseurs de boxe. Oui. Holyfield, parce qu'Holyfield est le champion. Holyfield Foreman suscite un gros engouement. Oui. Mercer Holmes, c'est le combat des pointus, quoi. C'est le combat des pointus. Et Holmes suscite un peu les mêmes doutes que Foreman, parce que les dernières images qu'il a donné de lui en pay-per-view n'était pas très glorieuse. Hein. C'est quand il est vaporisé par Tyson et objectivement c'était pas joli. Donc les questions sont les mêmes, sachant que lui aussi a plus tout à fait la même silhouette qu'à l'époque de sa gloire. Alors il n'a pas enflé comme Foreman, mais il est on sent un peu le poids des ans. Il a affaire à un boxeur qui est invaincu, parce qu'à l'époque, Ray Mercer est invaincu. Attention. C'est un méchant sur un ring, Attention. Objectivement. Il n'a pas une palette technique très complète, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. Il tape fort, il a un menton très solide. Donc vraiment, Mercer, c'est objectivement du sérieux. Et ça montre la densité, quelque part, des poids lourds de l'époque, parce que Mercer a toujours été à la frontière du premier rôle. Il n'a pas vraiment eu le premier rôle. Ça a été un second couteau dangereux. Et pour alors qu'à d'autres époques, il aurait eu une ceinture. Ce mec-là, enfin, il aurait il avait une ceinture, mais qui à l'époque n'était pas reconnue. Une ceinture qui aujourd'hui tout le monde se battrait pour elle. Parce que comme tu le dis, Holyfield Foreman, c'est unifié. Il y a les trois ceintures. Mais là, il y a la WBO, mais la WBO, elle existe que depuis quelques mois, quelques années. Elle n'est pas considérée. HBO ne veut même pas l'énoncer dans ses podcasts. Il parle même pas que c'est la ceinture de... Mais voilà, il y a ça. Et puis, le combat juste avant de Ray Mercer, tu le sais très bien ce que c'est. C'est quand même, c'est le chaos de Tommy Morrison. Hein. C'est Ray Mercer. C'est un choc. C'est une image dont on a eu... quand on l'a vu à l'époque, alors moi j'avais pas vu la retransmission du combat, mais ils avaient remontré le chaos pour le coup. C'était dans l'équipe du dimanche qui passait tous les dimanches soirs sur Canal. Tout à fait. Il y avait une petite séquence boxe après le foot. C'est un des chaos les plus brutaux qui a été donné de voir. J'étais adolescent, c'est un peu impressionnant, objectivement. L'arbitre fait pas un travail exceptionnel sur ce coup-là, on va le dire, parce que Morrison est assis dans les cordes et il mange, et on a envie que ça s'arrête. Mais Mercer prouve que c'est un homme très dur. Voilà. Alors, quand on est retraité, quand on est sur le retour, qu'on est cadra et qu'on affronte un type comme ça, un vrai méchant, c'est un beau défi. Exactement. Et je te rejoins totalement dans le fait que pour apprécier, l'appréciation de ce combat se fait avec quand tu prends un peu en maturité. C'est-à-dire que finalement que tu vieillis, que tu sens le poids des années quand tu essaies de faire du sport par exemple, et aussi aussi pugilistiquement parlant comme tu dis, parce que ce combat-là, prendre ce Mercer-là à ce moment-là et faire ce qu'il fait Larry Holmes, parce que comme tu dis les jambes, il peut plus tourner comme il fait dans les années 70, il peut plus tourner comme ça, mais sauf que ça va être un combat hargneux de bonhomme avec des séquences où Holmes se met volontairement dans un coin contre et même il prend à partie la caméra et tout, et il y a Mercer qui est là et un Holmes qui je pense c'est aussi là qu'il montre qu'il a modifié sa boxe, qui va être un boxeur, et ça m'a mis du temps pour le repérer, il fallait que moi aussi, logistiquement parlant, j'apprenne, mais qui va être dans le désaxement. Une boxe de désaxement où son allonge il a plus les jambes, mais il a le désaxement pour faire très mal, et ça va marcher, et ça va gêner Ray Mercer, qui lui doit avancer tout le temps,
avançait tout le temps dans un combat serré, hein, dans un combat serré où Ouais. je pense que Mercer a pris un peu de haut au Holmes et Mm. mauvaise surprise parce que le Holmes va tenir. Il va tenir Ouais. les 12 rounds et ça c'est une surprise incroyable à l'époque. Incroyable. Ben comme Foreman voit le bout du combat contre Holyfield, Holmes tient contre Mercer, et les deux prouvent que ils avaient. Alors ça, c'est des choses qu'on sait depuis leur quelque part leur première carrière, hein, mais les deux, ça fait partie de leurs points communs. Ouais. Avaient à la fois un très bon menton et une bonne capacité de récupération, Ouais. hein, parce que les deux ont des peignés terribles. Sont allés au tapis contre Lyle pour Foreman, contre Ernie Shevers pour Holmes. Les deux ont pris des pains dont personne se relevait et se sont relevés. Et ils montrent là, en tant que quadragénaires, qu'ils arrivent à supporter le punch de champions qui sont physiquement assez impressionnants, comme les Mercer ou comme les Holyfield. Ouais. Donc voilà, c'est. Et puis il y a la technique. Et la technique, c'est une démonstration, effectivement. Mercer montre toutes ses limites. Alors, il a certes pris, et tu l'as dit, Holmes d'un peu de haut. Il montre aussi qu'il n'a pas du tout la panoplie technique et l'intelligence d'un Holmes sur ce combat. Non, non. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui lui coûtera un peu contre Lennox Lewis. Je vous recommande ce combat, c'est une parenthèse. Ah voilà, bien sûr, je voulais faire une petite digression. Bah ouais, mais alors comment tu vois moi, ce combat-là, je l'ai vu 20 fois, 20 fois j'ai changé d'avis. Enfin non, 10 fois, ça veut dire 10 fois j'ai changé d'avis, tu vois. Ouais. Et là dernièrement, je l'ai encore regardé, je l'ai redonné à Mercer. Mais combat que vous devez voir, Lennox Lewis, Ray Mercer, ça aurait pu être un gros problème dans la carrière de Lennox Lewis. Hein. C'est un truc qu'on oublie beaucoup. On oublie beaucoup. Super serré. Super serré. Donc, Holmes, lui aussi, regagne en légitimité. Mais là, auprès plutôt des fans hardcore. Ce qui fait qu'il redevient légitime pour lui aussi avoir sa vraie chance mondiale. On est en juin 92. Oui, c'est ça, en juin 92. Au Caesars Palace. On va mettre l'affiche tout de suite parce que c'est encore une belle affiche. C'est une période de belle affiche. Vraiment. Hop, on va mettre ça ici. Et voilà. Holyfield Holmes. Et pour les plus durs des journalistes américains, on disait Holyfield encore il joue sécuritaire à prendre Holmes. Mais et il y avait une cassure entre les journalistes qui disaient non, Holmes est légitime et d'autres qui voulaient pas lui accorder sa légitimité pour ce combat. Mais en tout cas, ben encore une fois, on n'a pas trop le souvenir de ce combat, mais il faut se replonger dessus. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Alors c'est pour le coup, c'est un combat très peu cité, très intéressant parce que là encore, Holmes pour le coup, et c'est encore plus flagrant que contre Mercer, provoque Holyfield et joue carrément le dos aux cordes. Ce qui est hyper risqué. Il a vu des choses. Alors il passe toute la préparation du combat, c'est assez marrant. Holmes c'était un peu comme Foreman dans sa première carrière, un personnage assez sombre, pas flamboyant, toujours comparé à Alice qui l'agaçait prodigieusement. Et là, il a mis un peu de rondeur dans son personnage et il chambre Holyfield pendant la préparation. Il se déguise en professeur de fac. Et il montre au tableau noir toutes les erreurs que fait Holyfield sur un ring et pourquoi il est mauvais, pourquoi il sait pas boxer, etc. Donc Holyfield monte sur le ring dans l'idée de le dérouiller quand même. Hein. C'est assez légitime. Et effectivement, alors le combat, je sais pas ce que tu en penses, le combat est pas vraiment serré au point Holyfield fait le boulot, mais Holmes montre malgré tout physiquement, il tient la route, il met des coups extrêmement clairs, précis, et c'est un combat. Rétrospectivement, voilà, qui mériterait d'avoir lieu. C'est pas du tout une joke. Holmes était au niveau, il y a des adversaires qui étaient bien moins bons contre Holyfield. C'est un combat qui sort plutôt grandi. Il n'est pas aussi mythique que le combat contre Foreman qui a ses sommets d'intensité où on se demande si un des mecs va tomber. C'est pas vraiment ça. Mais c'est un combat légitime à ce niveau. Tout à fait. Et on se souvient de cette image. Il va au bout de lui-même parce que à la fin du 12e, quand le combat s'arrête, Larry Holmes vomit toutes ses tripes. Hein. Vomit toutes ses tripes sur le ring parce que ce qu'il a pris physiquement, il a pris cher. Il a pris cher. Mais au volume de boxe, Holyfield a réussi aussi je pense à
Mm. de façon claire et nette à dominer le combat. Mm. Holmes, il lui a manqué juste un peu de vivacité et plus de coups lancés. Et ça aurait pu être un peu plus serré. Mais en tout cas, le combat en lui-même, combat de poids lourd de Ouais. grande envergure quand même, Mm. qu'on a tendance encore une fois à oublier. Ça, Ouais. à oublier, on est en 92, Mm. c'est dinguissime ce qui se passe. Donc, Mm. Foreman et Holmes ont eu leur grande, je perds mes mots, mais euh, possibilité de reconquérir le titre face à Holyfield. Ça s'est pas bien passé pour eux, mais dans la défaite, ils en sont sortis grandis, les deux de façon différente. Voilà, et donc ils reprennent, parce qu'ils n'abandonnent pas. Voilà, et là à l'époque, ils ont quoi, 41, 42 ans? Ouais, ouais, C'est ça, c'est, 42 ans. Et on se dit, bon ben voilà, la retraite est logique maintenant. Non, non, ils n'abandonnent pas. Pourquoi? Parce que je pense l'un comme l'autre, avec leur IQ box, se disaient, eh, malgré la belle génération qui est en face de moi, je peux faire des trucs. Je peux peut-être passer, tu vois, des trucs. Alors, mais en attendant, ils vont, surtout Foreman va continuer à accumuler des combats, notamment un combat comme celui-là. Je te le mets tout de suite, Antoine, qui restera pas dans les mémoires. C'est Foreman contre Kotzer. Et ouais. c'est un double hitter, comme on dit double header, excuse-moi, comme on dit en anglais, où il y avait deux combats séparés mais en tête d'affiche. Il y avait d'un côté George Foreman et Tommy Morrison lui prenait Carl Daniels ce soir-là. Mais bon, Ouais. ça annonçait un combat qui allait arriver quelques mois précédemment. Donc il continue dans des combats un peu qui ressemblent avec ces combats qu'il faisait quelques années en arrière comme contre Cooney. Voilà. Et Foreman, lui, va encore avoir une grosse affiche. Voilà, c'est la ceinture encore WBO dont tout le monde s'en fout, mais quand même, elle est en jeu. On va en parler tout de suite. C'est contre Tommy. Contre Tommy, donc, ce combattant garde quel souvenir? Alors, pour le coup, c'est plus dur pour Foreman, hein, objectivement. C'est plus dur, et d'ailleurs, on sent bien que le fait qu'il ait été solide contre Holyfield et qu'il ait accumulé des victoires tout à fait honorables. Tu parlais de Kutzer, par exemple, qui était, alors il restait sur des défaites, mais ça restait un boxeur de niveau décent. Il a mis KO. Donc Foreman n'est plus une surprise. Donc Morrison est préparé. Il sait très bien ce à quoi il a affaire. En plus, Morrison lui-même, il a un peu mûri. Le combat subi des mains de Mercer l'a fait Ça reste dans sa grandir en tête. Hein. quelque sorte. Il sait très bien que c'est pas Superman. Il sait très bien que il faut qu'il se protège contre un puncher d'un certain talent. Et c'est une sorte de festival du crochet gauche de Morrison qu'il avait magnifique, hein, on va le dire. Morrison le prend très intelligemment et dans mon souvenir, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce combat. Foreman ne peut pas faire grand chose. Objectivement, il est surclassé. Voire, j'ai eu l'impression que il y a du respect chez Morrison et que s'il avait voulu, il aurait peut-être pu, en prenant un poil plus de risques, mettre un terme au combat sur la fin. Voilà. Ouais. Mais le peu de crochets que Foreman a réussi à passer, je crois que Morrison les a sentis et ça lui mit le pied sur le frein en termes de risque. Mais Morrison qui lui va être extrêmement véloce sur ses appuis, mobile, et ce qu'il fallait faire. Hein. Il va bouger Foreman, il va le faire courir quelque part, il va boxer, enfin peut-être le combat le plus intelligent de Tommy Morrison en carrière, Ouais. certainement. Certainement, mais enfin, combat qui encore aura une bonne audience, remplira le Thomas Mack Center. Pourquoi? Parce que George Foreman, autant que Morrison, même plus que Morrison à l'époque, George Foreman est un non-vendeur et que les gens vont voir Foreman, c'est une attraction. C'est une attraction euh, presque culturelle, quoi, plus que sportive. Mais voilà, ça ne passe pas encore pour George. Et puis, on est en 80, à ce moment-là, on est en 93. On se dit, bon, c'est fini, George Foreman va arrêter de boxer. On va dire au revoir à cette affiche. Hop. Et puis on va mettre, et là j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dans cette année 94 incroyable. C'est maintenant, je vais laisser la parole à Antoine. Moi, vous savez très bien tout ce que j'ai dit là-dessus, dans mes différentes vidéos.
On est en 1994. George Foreman n'a pas boxé depuis plus d'un an. Il prend son téléphone. Il appelle Bob Arum. Il fait Bob, arrête de déconner. Tu me donnes tout de suite. Tu me donnes Michael Moorer, qui vient de gagner contre Holyfield, qui est le champion en titre, avec au moins 2 ceintures avec lui. Et George Foreman, il voit tout de suite quelque chose. Il dit, tu me donnes Michael Moorer, et Bob Arum s'exécute. Au MGM de Las Vegas, en novembre, va se passer quelque chose, Antoine. It happened. It happened. C'est la voix de Jim Lempley, je crois. Bon, la phrase mythique. Le truc qu'on entend une fois. Alors, il est très malin, Foreman. C'était quand il était jeune, pas forcément un boxeur très intelligent. Sur le tard, il s'est vraiment révélé. Il est très malin parce qu'il sait très bien que les étoiles sont bien alignées. Alors lui, il a quand même pris un an. Hein. Il y a plus d'un an entre sa défaite contre Morrison et sa victoire sur Moorer. Donc évidemment, il n'a pas rajeuni. Ça veut dire qu'il n'est pas plus rapide qu'avant. Ça veut dire qu'il n'est pas en meilleure santé qu'avant. Ça veut dire que. Mais il sait très bien qui est Michael Moorer. Moorer, c'est un type qui est passé dans un trou de souris contre un Holyfield vraiment très bas de gamme. Moorer, c'est plutôt un poids mi-lourd qu'un poids lourd naturel. Moorer, c'est un type qui, quand il affronte un gros puncher en poids lourd, peut avoir des trous d'air. Il y a un combat extraordinaire, un slugfest absolu que je vous recommande, qui est celui contre Bert Cooper. Ça dure 4 rounds, les deux vont 2 fois au tapis, c'est incroyable, mais ça montre surtout que Moorer est vulnérable, qu'il a un menton à ce niveau de compétition qui peut les jouer des tours. Donc s'il y a un champion linéal à cette époque-là qui peut convenir à Foreman, c'est celui-là. Il l'a parfaitement compris. Alors, pour autant, Foreman mange. Hein. C'est-à-dire que dans le combat, il fait mal à Moorer, mais il mange. Au scorecard, Moorer est loin devant. Hein. Ouais, bien sûr. Ça c'est. Il déroule presque. Il déroule. C'est peut-être son meilleur combat sur les 2 dernières années de sa carrière. Là, on va dire 94 et 93, c'est peut-être son meilleur combat. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est objectivement. Et d'ailleurs, Foreman n'est pas là pour gagner des rounds. Non. C'est pas du tout sa stratégie. Pas du tout. Foreman, en quelque sorte, fait du Deontay Wilder. C'est-à-dire que, petit à petit, il se met dans l'axe. Il positionne son homme. Il le ralentit. Il garde toujours, mine de rien, parce qu'il boxe un gaucher, il garde toujours son pied avant comme il faut à l'extérieur pour bien aligner sa droite. Et puis il le poursuit, et il se fatigue quelque part moins vite que lui. C'est un jeu de chat et de souris où le chat gagne. Le chat, il est pas très rapide, il est un peu gros, mais c'est lui qui gagne. Et il y a ce fameux dernier round où il commence par anesthésier, par toucher une première fois Moorer. Moorer sait plus trop où il est. Et d'ailleurs, il revient se recoller à Foreman comme ça. Preuve qu'il avait été touché, t'as bien raison, parce que le 1-2, c'est pas que le 1-2. Le 1-2, il peut passer parce qu'il y a ce fameux coup dont tu parles qui arrive 25-30 secondes avant. Ouais. Et il la prend au front, et il reboot, il sait plus trop où il est. Exact. Et voilà. Et là, it happened. Et alors c'est un moment qui est mystique parce que le premier truc que fait Foreman, c'est qu'il se met à genoux, il prie, etc. Enfin bon, c'est le pasteur George Foreman. C'est un moment de l'histoire de la boxe qui est insensé. Voilà. Oui. C'est un moment, mais qui transcende tout. Parce que là, on comprend. Le mec a 45 piges. 45 piges, il redevient champion. On est en 94. Tous nos modèles, nos conventions, nos schémas dans nos têtes, 45 ans, en 94, personne, tu n'es pas un athlète de haut niveau, tu fais pas partie tu ne compétitionnes plus en sport. Tu vois? Et les mecs, on sait même plus comment l'interpréter, ce qui vient de se passer. C'est pour ça que It Happens, ça veut tout dire, parce que maintenant, c'est arrivé, maintenant, vas-y, réfléchis là-dessus, tu vois, ça fait plus de 25 ans, et on y réfléchit toujours. Et c'est magnifique. Enfin, l'image est belle. En plus, il a le short de sa défaite contre Ali au Zaïre.
Il a remis ce short qui d'ailleurs le tombe. On voit sa protection parce qu'il tombe ce short, mais il l'a remis. Il y a quand même Angelo Dundee qui est dans son coin. Enfin, symboliquement, c'est fou, quoi. C'est juste fou. Et cette image christique, enfin, c'est juste incroyable. Et je vous conseille aussi, écoutez la voix de Michael Buffer quand il annonce le gagnant. And once again! Mais il a jamais eu une voix aussi puissante, Michael Buffer. Je vous conseille, allez réécouter comment il l'annonce. C'est électrisant. Tu vas avoir des frissons, c'est obligé. Enfin bref. Donc, Foreman a ce pari qui, maintes fois, est tombé à l'eau. Plusieurs fois, là, contre Tommy Morrison, contre Holyfield, ce pari de redevenir le champ. Mais ça arrive. Et c'est dinguissime à vivre. Et donc, à cause de ça, il va avoir l'année 95. Et cette année 95, j'en ai déjà fait une vidéo. Voilà, donc je ne vais pas trop me répéter. Et cette année 95, George Foreman, qui aurait pu arrêter, non, il continue encore. Il avait malgré tout cette passion de la boxe. Hein. Il ne pouvait pas s'arrêter. Hein. Ça, c'est peut-être aussi son problème. Il ne pouvait pas s'arrêter dans un combat. Alors là, qui va être compliqué pour lui. Tu es d'accord avec moi, Pierre-Antoine? J'en ai déjà parlé. Mais cette affiche-là, c'est contre Axel Schultz. Aïe. Axel Schultz. Alors, dis-moi ce que t'en penses. Moi, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo 1995. Vas-y, Antoine, là, c'est toi qui me parles. Je pense pas penser très différemment de tous les gens qui ont vu ce combat. Hein. C'est-à-dire que Foreman fait vraiment son âge. Voilà, et là encore... Schultz, bon, qui est pas une épée, hein, qui est pas un très grand poids lourd, il a pas marqué l'histoire. Néanmoins, il fait à peu près le travail. C'est un jeune poids lourd. Ce soir-là, il fait une bonne prestation. Ouais, bien sûr. Enfin, tout à fait, il fait ce qu'il faut. Objectivement, pour moi, il gagne ce combat. Voilà. Bon, après, Foreman surfe encore sur le It Happened. C'est un personnage que les gens adorent. C'est la belle histoire et Schultz en fait les frais. C'est pas très juste pour lui parce que ça aurait pu être un fait de gloire d'avoir tapé ce Foreman là. Voilà. Ouais. Dans un combat, pour reconnaître aussi, Foreman est plus compétitif à mes yeux qu'il l'a été contre Tommy Morrison. Tu vois? Ouais. Je te rejoins. Même s'il est derrière, voilà, mais je pense pris aussi par l'angoisse de sentir que il est derrière. Comme on dit en hockey, il tire de l'arrière tout le combat. Et Schultz, enfin voilà. Là, vraiment, c'est un peu la douche froide et on se dit cette magnifique histoire parce qu'on était encore sur un nuage avec George Foreman, tu sais. On était on était dans du rêve, on était en train de vivre le rêve, tu vois. Et là on redescend sur terre sur ce combat. Mais ça donne des envies à son némésis, à son papy, son némésis, malheureusement sont jamais affrontés, mais ça lui donne des envies. Et donc, on va revoir Larry Holmes en championnat du monde, le titre WBC. Oliver McCall en 94 a fait l'upset. Il a sur, on va dire un punch, il a allongé Lennox Lewis. Voilà, il a pris la ceinture. Il est le champion. Il a son titre par dérogation, sa première défense de titre, et Don King. Là c'est Larry Holmes. Tu vois, George Foreman, il appelle Bob Arum. Larry Holmes, il appelle Don King. Il fait hey, King, donne-moi Oliver McCall. Ça arrive le 8 avril 95 et ça, bon, toi comme moi, on était devant l'écran avec Christian Delcourt et Jean-Claude Boutier. On a vécu la nuit avec eux. Dans un combat, encore une fois, un petit peu oublié, j'en ai parlé dans 1995, mais qui pour moi, plus je le revois, et plus je le remonte un peu dans mon estime en termes de qualité. Ouais. Et toi? C'est objectivement une belle performance de Holmes, parce que là encore, c'est un homme de 45 ans. Hein. Ils se suivent, ils sont tous les deux de 49. Alors, Foreman est du début de l'année, Holmes de la fin de l'année, donc il y a une petite année d'écart entre eux. Mais donc, voilà, il a 45 piges sur ce combat. Il défie un McCall qui n'est pas un boxeur génial, mais qui a, comme tu l'as dit, eu le mérite de faire tomber Lennox Lewis, ce qui n'est pas rien. C'est un boxeur qui a des fondamentaux solides, qui était un bon sparring, qui a un menton extrêmement solide.
peut-être trop solide pour son bien d'ailleurs. Objectivement, alors il a pas trop l'habitude d'être il a pas l'habitude d'être en habit de lumière, il a pas l'habitude d'être le champion, donc peut-être qu'il n'avait pas très bien géré psychologiquement l'approche du combat. Il a beaucoup de respect pour Holmes. Je pense qu'il n'y va pas autant qu'il aurait pu y aller objectivement. Et Holmes fait du Holmes. Alors il domine en jab contre lui. Il essaye de contrer. Il touche pas mal avec son cross du droit, mais son punch est un peu émoussé et McCall quelque part l'emporte parce que c'est lui qui, en gros, qui décide de la physionomie du combat, c'est lui qui l'accule dans les cordes, c'est lui qui, voilà, c'est bon. Mais le combat, il est un peu plus actif. Mais moi, je l'ai regardé il y a peu de temps pour préparer ma vidéo 95. Je m'étais jamais replongé dessus depuis que je l'avais vu, tu vois. Mais je crois que McCall se rend pas compte, mais il se fait outboxer. Il est plus actif, oui, bien sûr, il va de l'avant. Voilà. Mais Larry Holmes a, je pense très clairement, son game plan, c'est le counter punch. C'est le counter punch. Et écoute, un Holmes pour 45 ans, parce qu'il faut remettre dans le contexte, pour 45 ans, ses désaxements et son agressivité dans les bras, je trouve ça magnifique. Alors c'est parce que moi-même, je regarde les 45 ans en me disant c'est de plus en plus proche, et peut-être je rehausse ça à fond, mais je trouve que Larry Holmes, je crois qu'en fait, les mecs quand on a regardé ce combat, et même les juges, ont pas compris la stratégie, mais, et alors ce qui lui a manqué, je pense qu'il lui a manqué des enchaînements, il lui a manqué que ça touche très mal. Il a réussi à toucher plusieurs fois, mais que ça touche à la heavyweight, ça touche très fort. Il lui a le problème de McCall, c'est qu'en plus il a un très gros menton. Donc évidemment, voilà, il faut si tu veux stopper McCall ou si tu veux le faire reculer, il faut vraiment amener son bazooka. Et Holmes, qui a jamais été un immense puncher, mais qui avait du punch comme dans sa première partie de carrière, là à 45 ans, c'est un peu moins, voilà, c'est un peu moins net. S'il avait eu un peu plus de praline aussi contre les Fields, d'ailleurs, le combat aurait été plus serré accessoirement, parce que les combats se ressemblent quelque part. C'est vrai. Et là encore, Holyfield, il le contre, il arrive à le contrer, mais il n'y a pas le pop, ce qui peut faire reculer l'adversaire. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, on peut dire que cette date-là, pour Larry Holmes, c'est sa dernière grande date. Lui, il va encore continuer, mais ça sera d'un tout autre niveau, bien moindre, d'un calibre bien moindre, tout ce qu'il va affronter. Il affrontera même Butterbean en 2002. Absolument. Il affrontera jusqu'en 2002, tu te rends compte? Jusqu'en 2002 quand même. Voilà, mais en termes de qualité, là, il ne compétitionne plus avec l'élite de l'élite. Ça, c'est clair et net. À partir de cette date-là, c'est fini. Même s'il continuera encore à boxer, et si vous voulez, bien sûr, replongez-vous-y quand même, pour voir quand même ce que un mec qui a simplement le IQ et simplement l'arsenal, et qui a plus de physique, arrive encore à tenir. C'est quand même dingue à penser. Mais, voilà, en termes d'élite, c'est sa dernière grande date. Foreman, de son côté, pareil, va continuer. Encore une fois, ça ne sera plus l'élite de l'élite, mais il va avoir encore des résurgences parfois à certains moments, avec un combat où là il va perdre, mais on se dit est-ce que là par hasard c'est lui qui aurait peut-être été gagnant. Je te mets l'affiche, George Foreman contre Chad Briggs de l'époque. On est en 97. Et ce combat-là, Foreman, qu'est-ce que t'en penses? Effectivement, c'est un combat qui a fait jaser. Après coup, la décision, on a pas mal dit qu'il y avait eu manœuvre, manipulation, un peu de truanderie dans l'histoire. Moi, alors, j'ai pas de souvenir récent de Foreman contre Briggs, mais en effet, tu le dis bien, autant contre Schultz, Foreman a de la chance, il est un peu porté, il est sur la vague de sa victoire inespérée contre Maurer. Autant contre Briggs, il peut très bien gagner. Enfin, objectivement, Briggs est un boxeur quand même relativement frustre. Il a les défauts de ses qualités, on les connaît. Aujourd'hui, le grand-père, c'est lui. Briggs, ce sera jamais Larry Holmes, par exemple, techniquement. En effet, Foreman aurait pu gagner ce combat. Ouais.
Ce qui était quand même, encore une fois, surprenant, quoi. Surprenant, ça avait fait débat dans la communauté boxe à l'époque, en 97. Mm. Mm. Rebranchez-vous-y. Mm. Voilà. Et on peut dire, il affrontera aussi Savare, Savard ou Savare, je sais plus Ça va comment. rester, ouais. Savare, ouais, qui Mm. lui-même boxera Tyson plus tard. Mais bon, j'ai Oui, l'affiche. On va ça pas. durera moins longtemps. Ça durera moins longtemps. Mais on va dire que voilà, la dernière grande date de George Foreman, c'est quand même en 97. Hein. Il arrête pour une première fois sa carrière en 77. Ouais. Il revient en 87. Et la dernière Ouais. grande date pugilistique qu'on peut donner de lui, 97. C'est C'est pareil. hallucinant. C'est hallucinant. Voilà, c'est incroyable. Ces mecs ont été incroyables. Alors, Antoine, avec tout ça, on s'est fait plaisir de se repencher sur leurs comebacks respectifs. Avec tout ce qu'on a dit, arriverais-tu à te décider sur lequel des deux a fait le meilleur comeback? C'est toujours pas si simple. Aïe, 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 aïe. Oui, parce que euh, les deux sont complémentaires, en fait. Foreman a pris la lumière, en quelque sorte. Ouais. Il a reconquis un titre plus important symboliquement et sur le papier que celui de Holmes. Il est redevenu champion linéal des poids lourds, ce que n'est pas redevenu Holmes en battant Mercer. Euh, Holmes a probablement battu le meilleur des boxeurs proposés à l'époque à ces deux gars-là, parce qu'il fallait le battre, et Mercer, objectivement. Pour moi, c'était plus dur que Moorer, parce que c'était un vrai poids lourd, méchant, avec des caractéristiques qui vraiment pouvaient causer des problèmes à des hommes d'un certain âge. Donc, pour moi, la meilleure victoire, elle va à Holmes. Ouais. La légende, elle va à Foreman. Voilà. Tout à fait. Tu écoutes, je suis tellement content de t'avoir invité. Tu viens de nous sortir la conclusion parfaite pour cette émission. Merci beaucoup. Je n'en rajoute rien. Je souscris à ce que tu viens de dire totalement. Merci encore, Antoine. En tout cas, j'espère que Antoine de 130 livres et moi-même, on vous a donné l'envie de vous replonger dans ces carrières de papy. Ça vaut le coup. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et vous allez avoir des émotions incroyables. On ne le dit pas assez. En regardant ces soi-disant papy, vous allez avoir des grandes émotions, grandes émotions. Et si vous avez besoin de ça en ce moment, replongez-vous-y. En tout cas, Antoine, merci pour ton aide pour ce fameux débat. Merci Antoine. 130 livres, bien sûr, le blog à suivre. Y a-t-il une actualité dont tu veux nous faire part? Alors, sur la boxe justement, et vu qu'il y aura pas mal d'annulations de combats et que ce sera difficile de commenter l'actualité, cette fameuse bio de Wilfred Benitez, je vais bien finir par la sortir. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Là, tu vas avoir du temps pour nous l'écrire, celle-là. S'il y en a un qui doit écrire sur Benitez, c'est toi et pas un autre. Voilà, je souscris encore une fois. Pirate Antoine, merci beaucoup. Et merci à toi. Les pirates, on se revoit bien sûr, bientôt pour de nouvelles aventures pugilistiques. Ciao!